Pour conclure ce premier cours, nous allons maintenant étudier quelques montages de base utilisant des AO qu'on va supposer idéaux et qui opèrent en mode linéaire. Comme je le mentionnais au début, dans ce mode, l'AO permet de réaliser toutes sortes de fonctions mathématiques intéressantes. Alors, les montages qu'on va considérer ici seront statiques, c'est-à-dire qu'ils n'impliqueront que des sources et des résistances en plus des AO, pas d'éléments dynamiques comme des condensateurs ou des bobines. Mais même dans ce cas simple, on va analyser quelques topologies très classiques comme les amplificateurs inverseurs et non inverseurs. Topologies que vous devrez apprendre à reconnaître rapidement pour analyser des circuits plus complexes. Avant de passer aux exemples, je voudrais annoncer la méthodologie qu'on va utiliser tout le temps dans nos analyses de circuits impliquant des AO idéaux. Donc rappelez-vous tout d'abord qu'un ampli-op essentiellement impose des contraintes algébriques sur les signaux à ses entrées, à savoir I- et I+ sont des courants nuls dans ces bandes d'entrée, et V+ est égal à V-. Ces trois contraintes sont essentiellement tout ce dont on aura besoin de retenir du modèle de l'ampli-op. Alors notez que dans ce modèle, c'est un peu comme si les bornes d'entrée de l'ampli-op étaient court-circuitées pour qu'elles aient la même tension, mais en même temps, il n'y a pas de courant qui passe dedans. Donc ce modèle est quelquefois appelé le modèle du court-circuit virtuel. En plus de ces contraintes, pour analyser un circuit et résoudre les équations, normalement on utilisera toujours la loi des nœuds. Et de plus, on écrira cette loi des nœuds typiquement aux bornes d'entrée de l'ampli-op. En particulier, en général, il ne sert à rien d'écrire la loi des nœuds à la borne de sortie de l'ampli-op, sauf si on voulait connaître le courant qui effectivement traverse le terminal de sortie de l'ampli-op. Et la raison est que ce courant de sortie n'est pas nul en général, donc écrire la loi des nœuds à cette borne de sortie ajoute une équation, mais ajoute une inconnue qui est IO, et donc on n'avance pas pour l'analyse du circuit. Enfin, au risque de me répéter, rappelez-vous encore une fois que ces contraintes I+ égale I- égale 0 et V+ égale V- sont valides pour l'ampli-op fonctionnant en mode linéaire. Cela veut dire que après votre analyse de circuit, en général, vous allez devoir regarder la tension de sortie que vous obtenez et vérifier que cette tension VO est bien entre -Vsat et plus Vsat, qui est une condition nécessaire pour être en mode linéaire. Comme on va le voir, cette condition se traduira en général par des conditions sur d'autres signaux dans votre circuit. Par exemple, une contrainte que les signaux d'entrée doivent être suffisamment petits. Et si dans un certain intervalle, cette condition VO entre -Vsat et plus Vsat n'est pas vérifiée, cela veut dire que votre ampli-op fonctionnait en mode saturé dans cet intervalle et donc votre analyse n'était pas correcte. Ok, donc voici maintenant le circuit ici le plus simple, employant un ampli-op fonctionnant en mode linéaire. Alors comme vous le voyez, c'est un quadripôle, et ce quadripôle établit une relation entre la tension d'entrée, Vin, et la tension de sortie, Vo. Notez aussi que la tension d'entrée est appliquée à l'entrée non inverseuse de l'ampli-op. L'entrée inverseuse, quant à elle, fait partie d'une boucle de rétroaction qui part de la sortie et revient sur l'entrée inverseuse de l'ampli-op. Alors, que fait ce montage? Eh bien, pour l'analyser, c'est très simple. On commence comme toujours par écrire les contraintes algébriques imposées par la présence de l'ampli-op. Ces contraintes sont simplement que I- est égal à 0, I+ est égal à 0, et de plus, V+ est égal à V-. Mais notez ici que V+ n'est autre que Vin, le signal d'entrée, et V- n'est autre que Vo, notre signal de sortie. Et donc la contrainte V+ est égale à V- est équivalente à la contrainte Vin est égale à Vo. En d'autres termes, la tension de sortie du quadripôle Vo reproduit exactement la tension d'entrée de ce quadripôle. Une représentation équivalente de ce quadripôle est donc montrée à droite ici. Ce quadripôle peut être vu comme un amplificateur de tension, sauf que le gain d'amplification est simplement unité. Et si on se reporte aux diapositives sur les quadripôles amplificateurs, on voit immédiatement que l'impédance d'entrée est infinie ici et l'impédance de sortie est 0.
On a donc réalisé ici un amplificateur de tension idéal, sauf que vu son gain étant unité, on n'appellera pas ce montage un amplificateur, mais plutôt un buffer ou étage tampon de tension. Et l'utilité principale de ce circuit est d'isoler les étages d'un circuit complexe pour éviter les effets de charge d'un étage sur un étage précédent. Donc physiquement, pourquoi est-ce que l'impédance d'entrée est infinie? Eh bien simplement parce qu'il n'y a pas de courant ici qui rentre dans l'entrée non inverseuse de l'AO idéal. Et donc quand je fais Vin ici divisé par Iin, eh bien j'obtiens l'infini. De même, pour voir que l'impédance de sortie est nulle, on peut refaire l'expérience de fermer l'entrée sur une charge sans source. Dans ce cas, Vin est égal à 0 et on obtient bien que VO est égal à 0 et donc VO sur le courant de sortie est égal à 0. Enfin, concluons en parlant de la condition de validité. Donc, dans quel cas est-ce que ce circuit fonctionne bien avec l'AO en mode linéaire? Eh bien, il faut pour ça que VO ici soit entre moins Vsat et plus Vsat. Comme VO est égal à Vin, cette condition impose en particulier que Vin soit entre moins Vsat et plus Vsat. Donc cela impose des limites sur le signal d'entrée que ce quadripôle peut traiter. Alors, avant de passer à l'exemple suivant, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette boucle de rétroaction qui revient sur l'entrée négative de l'ampli-op. Alors, pour comprendre un peu plus ce qui se passe, je voudrais qu'on fasse l'expérience suivante. À gauche, ici, j'ai le buffer que je viens d'analyser dans la diapositive précédente. Et à droite, ici, j'ai exactement le même montage, sauf pour le fait que les entrées plus et moins de l'ampli-op sont inversées. Et donc notez que la boucle de rétroaction ici revient sur l'entrée plus de l'ampli-op. Supposons maintenant ce montage de droite ici avec l'AO fonctionnant en mode linéaire. On peut alors écrire les mêmes contraintes qu'avant. I- et I+ sont nuls et V+ égale V-. En particulier, cette dernière contrainte impose de la même façon VO est égal à V+, égale V- égale Vin, donc VO est égal à Vin, et il semblerait qu'on a une autre réalisation d'un buffer. Toutefois, si vous réalisez ce circuit de droite au laboratoire, par exemple si votre intention est de réaliser un buffer et que vous inversez par erreur les entrées de votre ampli-op, ce que vous allez constater en sortie est VO est égal à soit plus Vsat, soit moins Vsat. En particulier, votre circuit de droite ici ne se comportera jamais visiblement comme un buffer. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut étudier pour les deux circuits les autres modes d'opération de l'ampli-op, à savoir plus SAT et moins SAT. Pour le circuit de gauche, tout d'abord, on peut être dans le mode plus SAT, dans lequel VO est égal à plus Vsat, lorsque la condition de validité VD est positif est validée. Alors on voit immédiatement que cette condition VD positive s'écrit simplement Vin supérieur à VO, mais comme VO est égal à Vsat, elle s'écrit simplement Vin supérieur à Vsat. En d'autres termes, rappelez-vous que pour le circuit du buffer, le mode linéaire n'était possible que si Vin est entre moins Vsat et plus Vsat, et on vient de voir que le mode plus Sat n'est possible que si Vin est supérieur à plus Vsat. Qu'en est-il maintenant pour le circuit de droite? Eh bien, le mode plus SAT de l'ampli-op n'est possible encore une fois que si VD est positif. VD positif s'écrit simplement VO supérieur à Vin, mais rappelez-vous ici que dans ce mode, VO est égal à plus Vsat. En d'autres termes, le mode plus SAT ici, pour l'ampli-op, n'est possible que si Vin est inférieur à Vsat. Alors, pour visualiser un peu plus facilement ce qui se passe, on va maintenant tracer les caractéristiques entrée-sortie pour les tensions de ces quadripôles que j'ai tracées ici pour le buffer et ici lorsque la rétroaction revient sur l'entrée positive. Pour lire le graphe de gauche, tout d'abord, on voit que quand Vin est entre moins Vsat et plus Vsat, alors VO est égal à Vin. Quand Vin est supérieur à Vsat, alors VO reste saturé à Vsat. Et si on faisait la même analyse pour le mode moins SAT, on trouverait que pour Vin inférieur à moins Vsat, alors VO reste saturé à moins Vsat.
Pour le circuit de droite, comme on a discuté, quand Vin est inférieur à moins Vsat, on pourrait être dans le mode linéaire, et dans ce cas-là, on aurait Vo est égal à Vin. Toutefois, on a vu aussi que pour Vin inférieur à plus Vsat, on pourrait aussi être dans le mode plus Sat, et dans ce cas-là, Vo serait égal à plus Vsat. La même analyse pour le mode moins Sat de l'ampli-op montrerait que si Vin est supérieur à moins Vsat, alors on pourrait être dans le mode moins Sat, et dans ce cas-là, Vo serait saturé à moins Vsat. Ce qui nous intéresse maintenant pour ce circuit de droite, c'est la région centrale ici, pour Vin entre moins Vsat et plus Vsat, dans laquelle on a trois états possibles, saturé, linéaire et moins Sat pour l'ampli-op. Alors il se trouve justement que de ces trois états possibles, le mode linéaire est instable et donc ne sera jamais observé au laboratoire. Même si vous cherchiez à initialiser votre circuit dans l'état Vin est égal à Vo, le moindre bruit ici dans votre circuit vous ferait basculer dans un des deux états stables qui sont Vo est égal à plus Vsat ou Vo est égal à moins Vsat, et c'est ça que vous observerez au laboratoire comme sortie. Alors, ce circuit a en fait une utilité et il réalise en fait une bascule, mais il ne nous intéressera pas dans toute cette première moitié du cours. Alors on peut, de manière assez informelle, essayer de donner un peu d'intuition ici sur la raison de l'instabilité de ce mode linéaire lorsque la rétroaction est positive. Pour faire cette analyse, il faut retourner au modèle de l'ampli-op avec un gain très grand mais fini. Dans ce cas, il peut se développer à l'entrée pour la tension Vd une petite tension différente de 0. Et supposons pour l'instant que cette tension Vd égale V plus moins V moins est un tout petit peu positive. Alors, que se passe-t-il en sortie? Eh bien, on va avoir Vo ici est égal à A fois Vd. Et donc, même si Vd est petite, le gain A étant très grand, on va avoir une sortie Vo, une tension non négligeable. Et cette tension de sortie ici étant reliée sur V+, on voit qu'elle contribue à faire augmenter Vd. Ainsi donc Vd devient plus positive, plus grande, et au tour suivant, AVD est égal à VO deviendra encore plus grande, et donc on a une rétroaction positive qui fait augmenter le signal jusqu'à saturation. Alors cette analyse d'instabilité que je viens de faire, on peut la faire de manière rigoureuse, en démontrant qu'un certain système linéaire a un pôle à droite dans le plan complexe. Et je ferai d'ailleurs cette analyse un peu plus tard quand on verra les effets d'un gain fini de là-haut sur la performance de nos circuits. En tout cas, le message à retenir pour cette première introduction à l'ampli-op, c'est que pour que l'ampli-op fonctionne en régime linéaire, il faut qu'il y ait une boucle de rétroaction sur son entrée inverseuse. Passons maintenant à l'analyse d'une autre fonction extrêmement fréquente et importante des ampli-op, qui est la réalisation d'amplificateurs de tension. Alors en quelque sorte, ici on généralise la fonction précédente qui n'était que celle d'un buffer, au cas d'une amplification avec un gain a priori quelconque. Alors il y a deux topologies de base que vous devez essentiellement connaître par cœur, celle de l'amplificateur inverseur, avec ce circuit ici, ce quadripôle ici, et ce quadripôle ici, en bas, est un amplificateur non inverseur. Alors la terminologie inverseur et non inverseur est liée au signe du gain dans chaque cas. Pour l'amplificateur inverseur, c'est une amplification avec un gain négatif. L'amplificateur non inverseur amplifie avec un gain positif. Alors notre premier quadripôle en haut, l'amplificateur inverseur, impose une relation entre ces tensions d'entrée Vin et de sortie Vo qui est la suivante. Vo est égal à moins K Vin, où K est un certain gain, et K est relié à la valeur des résistances ici qu'on retrouve dans le circuit. Alors comment établir cette relation ici? Vo est égal à moins Rf sur R1 Vin. Eh bien, comme toujours, on commence par écrire les conditions algébriques imposées par l'ampli-op en supposant qu'il travaille bien en mode linéaire. Notez ici qu'on a effectivement une boucle de rétroaction sur l'entrée inverseuse de l'ampli-op, donc a priori tout est correct. Ensuite, comme j'annonçais au début, on va écrire la loi des nœuds. Comme je disais aussi, en général, ça ne sert à rien ici d'écrire la loi des nœuds en sortie.
Et donc il ne reste essentiellement qu'un seul nœud candidat pour nous pour écrire la loi des nœuds. Cette loi des nœuds dit donc que le courant I1 ici qui traverse la résistance R1 se divise ensuite en courant IF qui va traverser RF et en courant I- qui rentrerait dans l'AO. Mais on sait de plus que pour l'AO idéal, eh bien I- ici est égal à 0. Et donc on obtient immédiatement pour la loi des nœuds Vin moins V- sur R1 est égal à V- moins VO sur RF. Enfin, on utilise la condition que V- est égal à V+. Or ici, V+, est relié à la masse, et donc V- est égal à 0. Alors de ces quelques relations, je vous invite à vérifier qu'on obtient immédiatement, effectivement, VO est égal à moins RF sur R1 VI. Alors notez ici que l'entrée moins ici est au potentiel nul, même si cette entrée n'est pas directement reliée à la masse. On appelle un tel point en général une masse virtuelle. Vous verrez que la création de telles masses virtuelles dans les circuits en utilisant des ampli-up est très fréquente. Alors, notre circuit est bien donc un amplificateur inverseur et il faut maintenant qu'on vérifie la condition de validité pour le mode linéaire de l'ampli-up qui est que VO est entre moins Vsat et plus Vsat. Cette condition de validité s'écrit donc immédiatement moins RF sur R1 Vin entre moins Vsat et plus Vsat, ou de manière équivalente, on obtient immédiatement que Vin doit être entre moins R1 sur RF Vsat et plus R1 sur RF Vsat. Donc encore une fois, cette condition de validité impose des limites sur la taille des signaux d'entrée que peut traiter notre amplificateur. Alors pour finir cette analyse de l'amplificateur inverseur, quelle est tout d'abord son impédance d'entrée? Eh bien, comme on a une masse virtuelle ici à V-, on peut écrire immédiatement que Vin divisé par I1 est égal à R1, et donc l'impédance d'entrée, la résistance d'entrée est égale à R1. En particulier, on voit déjà que cet amplificateur n'est pas idéal dans le sens où il va avoir une résistance d'entrée finie. La résistance de sortie, elle, est égale à 0. En effet, si je mets une charge à l'entrée, eh bien, en absence de source, j'obtiens Vin est égal à 0. Donc VO est égal à 0 par la relation qu'on vient d'établir. Et donc VO divisé par le courant de sortie est 0, c'est-à-dire la résistance de sortie est nulle. Notez en passant ici que le fait que Vin soit égal à 0 en présence d'une charge et sans source à l'entrée est lié au fait que V- ici est une masse virtuelle. Maintenant, l'autre topologie très importante pour l'amplification est celle de l'amplificateur non inverseur montré en bas ici. Alors notez que pour l'amplificateur inverseur, la borne d'entrée était essentiellement connectée à la borne inverseuse de l'ampli-op. Pour l'amplificateur non inverseur, le signal d'entrée est connecté à la borne non inverseuse de l'ampli-op. Vous noterez aussi qu'on a bien une boucle de rétroaction sur l'entrée négative de l'ampli-op et de plus on a ici un diviseur de tension sur cette entrée inverseuse. En particulier pour l'analyse, il vous suffira d'écrire que V- est égal à R1 sur R1 plus RF fois VO. Et ensuite, étant donné que V+ est égal à Vin et V+ est égal à V- pour l'ampli-op idéal, vous obtenez immédiatement une relation entre VO et Vin que je vous laisserai ici remplir et qu'on discutera en classe. Vous trouverez en particulier que VO est égal à un certain gain fois Vin et que ce gain maintenant est positif. De plus, je vous invite à réfléchir au cas où R1 est infini, c'est-à-dire qu'on a un court-circuit ici, et RF est égal à 0. Dans ce cas-là, on a un branchement direct de la sortie à l'entrée. Et dans ce cas-là, on retrouve un circuit qu'on a analysé dans une diapositive précédente. Vous devrez aussi écrire la condition de validité pour que le régime linéaire de l'ampli-op soit possible et traduire ensuite cette condition de validité en une condition sur la tension d'entrée VI.
Et vous trouverez encore une fois que la tension d'entrée Vin doit être d'amplitude limitée entre ces deux valeurs ici, qui dépendent de Vsat et des valeurs des résistances, afin que l'ampli-op puisse fonctionner effectivement en régime linéaire. Alors, les diapositives suivantes ne seront pas discutées en détail dans cette vidéo, on en reparlera en classe. Elles présentent des circuits supplémentaires pour vous entraîner. Et je vous invite ici donc à établir, à titre d'exercice, les relations entre les tensions de sortie et les tensions d'entrée imposées par ces circuits. Alors cette diapositive par exemple montre un circuit ici qu'on appelle le sommateur inverseur et qui établit pour VO une combinaison linéaire des entrées V1, V2 et V3. Et de plus, ce circuit est immédiatement généralisable à un nombre quelconque d'entrées en ajoutant ici des étages. Alors, en remplaçant les résistances ici par des potentiomètres, les coefficients de la combinaison linéaire sont ajustables et on obtient essentiellement immédiatement un mixeur, par exemple, qui vous permettrait d'obtenir ici en sortie VO une combinaison des sons V1, V2 et V3. Le circuit de cette diapositive est aussi très important, il s'appelle amplificateur différentiel. Son utilité la plus courante est pour un certain choix des résistances R1, R2, R3 et R4, pour lequel on obtient ici une tension de sortie proportionnelle à la différence des entrées V2 moins V1. Alors on verra en classe l'application de cet amplificateur différentiel à la réalisation d'un dispositif électronique appelé amplificateur de mesure. L'amplificateur de mesure est aussi parfois appelé amplificateur d'instrumentation et il est destiné à l'amplification des signaux typiquement faibles qu'on obtient en sortie de capteur. À titre d'exercice, ici donc vous avez tous les éléments nécessaires au calcul de la relation VO en fonction de V2 et V1. Pour résumer donc la méthode d'analyse des circuits à base d'ampli-op, on utilisera la méthode des nœuds avec les relations supplémentaires imposées par la présence de l'ampli-op qui sont VD égale 0, I-, I+, nul. De plus, même si on omettra souvent de le faire, il faudrait en général toujours évaluer la région de validité où l'ampli-op opère bien en mode linéaire. Et typiquement, cette région de validité impose des conditions sur la taille des signaux qui peuvent être traités par notre circuit. Attention ensuite, l'erreur à ne pas commettre, c'est de supposer que le courant dans le terminal de sortie de l'ampli-op est nul. Ce n'est pas vrai en général, et si ce courant n'est pas explicitement recherché, alors en général, on s'abstiendra d'écrire la loi des nœuds à la sortie de l'ampli-op. De même, on n'écrira pas en général la loi des nœuds à la terre, en particulier à cause de la présence des alimentations de l'ampli-op. Le fait de garder dans nos schémas d'ampli-op le quatrième terminal relié à la terre devrait permettre en général d'éviter cette erreur. Conclusion pour ce premier cours. Tout d'abord, toutes les notions de ELE 1600A, c'est-à-dire circuit électrique 1, sont supposées acquises. Et il est de votre responsabilité de retourner réviser ce que vous auriez pu oublier. Dans ce cours, nous manipulerons la notion de réponse en fréquence de manière intensive. Il nous arrivera d'avoir à appliquer le théorème de Thevenin ou Norton. On aura à intégrer des équations différentielles à la main. On rencontrera régulièrement des circuits d'ordre 2 résonnants, etc., etc. De plus, vos connaissances seront aussi validées dans le cadre du cours ELE 2000, projet intégrateur. Dans le prochain cours, nous évoquerons très rapidement quelques points que vous avez déjà rencontrés au cours de ELE 1600A, mais je vous invite aussi à consulter attentivement les documents intitulés Points à maîtriser de ELE 1600A, disponibles sur Moodle dans la première section, documents qui proviennent du professeur Nerguisian. Ensuite, nous introduirons un peu de terminologie qui pourrait être nouvelle pour vous,
mais qui est en fait une espèce de réformulation de choses que vous connaissez déjà. On introduira donc la notion de phaseur, la notion d'impédance complexe, et à titre d'exercice sur les diagrammes de Bode, on verra comment réidentifier une fonction de transfert à partir de la connaissance d'un diagramme de Bode ou, plus réalistiquement, des asymptotes de ce diagramme. Enfin, nous analyserons d'autres circuits linéaires contenant des ampliopes ainsi que des éléments dynamiques. Comme vous le verrez, l'analyse qu'on a faite aujourd'hui ne change absolument pas, il suffit de remplacer la notion de résistance par la notion d'impédance. Enfin, on pourra passer à une première partie très importante du cours qui est la réalisation de filtres, des filtres beaucoup plus compliqués que ceux que vous avez pu rencontrer dans le cours précédent. On réalisera à la fois des filtres actifs, c'est-à-dire utilisant des ampliopes, mais aussi des filtres passifs, RLC. On introduira en particulier des méthodes qui permettent de réaliser des filtres d'ordre quelconque, alors que jusqu'ici, vous êtes essentiellement restreint aux ordres 1 et 2. Quelques conclusions maintenant sur l'amplificateur opérationnel, qui est la partie nouvelle introduite dans ce premier cours. Alors, l'ampliope idéal est un modèle statique. Il est modélisé par 3 circuits équivalents, linéaires plus SAT et moins SAT, avec des conditions de validité associées qui sont VO entre moins VSAT et plus VSAT, VD positif et VD négatif. Alors notez ici un point de terminologie peut-être. Souvent les références, les livres que vous pourrez lire, quand ils parlent de l'ampliope idéal, supposent implicitement le mode linéaire. La plupart des circuits utilisent l'amplificateur opérationnel en mode linéaire, mais on verra aussi plus tard des montages non linéaires qui utilisent l'ampliope en mode saturé, par exemple les oscillateurs. Alors, il y a une méthode d'analyse systématique des circuits utilisant des AO qui est l'utilisation de la loi des nœuds. Et en plus, on écrit les contraintes algébriques I plus égale I moins égale 0, VD égale 0, imposées par la présence des AO. Enfin, nous nous sommes exercés à faire l'analyse de quelques montages très importants de base impliquant des ampliopes. Nous verrons d'autres montages en classe, mais il vous faudra aussi faire des exercices de votre côté. Par exemple, les nombreux exercices que vous trouverez dans le livre de Svoboda et Dorf au chapitre 6.